Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Mes parents étaient assassinés, Allah yarhamhum, par un raciste qui était un voisin, qui était notre voisin. Et donc voilà, depuis, j'ai voulu vraiment entreprendre un travail de mémoire. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Kenza Isnasni. En mai 2002, les parents de Kenza, Habiba et Ahmed ont été sauvagement assassinés lors d'un crime raciste. L'assassin avait déclaré la veille de son crime: puisque Le Pen n'a pas été élu, nous allons nous débarrasser de ça nous-mêmes avec une Kalachnikov. Depuis, Kenza travaille à faire vivre et à faire connaître cette histoire au monde entier. Dans cet épisode, elle nous décrit comment elle a surmonté ce terrible événement jusqu'à sa décision en 2019 de créer la Habiba Ahmed Foundation, qui est l'aboutissement de près de 20 ans de réflexion et d'engagement autour des questions liées au racisme et de l'importance du travail de mémoire. C'est massif en fait, hein, de vivre un tel choc. Et la question, moi, c'était toujours ça. Pendant des années que j'ai creusé, c'est qu'est-ce que je dois en faire? Comment on réagit en fait face à une situation aussi énorme et une épreuve aussi grande? Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Kenza. Alaykoum salam. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Très bien. Actuellement, tu es au Maroc, c'est ça? Oui, j'ai toujours été, enfin, ça fait un petit temps que je suis entre les deux. On va dire que ouais, je suis entre les deux. Entre le Maroc et la Belgique. Voilà, entre la Belgique et le Maroc, et parfois d'autres, je voyage aussi pas mal. Quelle ville au Maroc? Donc, moi, je suis originaire du nord, près de Hoceima, donc de Tamassine. C'est un petit village du Rif. Mais là, actuellement, je suis près de Tanger. Mais je Ok. bouge pas mal hein, sur le Maroc. Donc, mais voilà. Ouais, Ok. pour le moment, je suis à Tanger. Là, avec les restrictions sanitaires, l'espace aérien a été fermé depuis presque 5 6 mois. Là, donc voilà, j'attends que ça se développe pour pouvoir revoyager, Inch'Allah. Inch'Allah, bientôt. Écoute, Kenza, je te propose pour commencer de te présenter rapidement. Alors, c'est un exercice pas simple hein, à la base Oui, de se présenter. Donc, déjà, merci hein, pour l'invitation. je t'en prie. Voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger et puis de pouvoir voilà, être dans un espace où on peut échanger sur nos parcours. Alors, moi, c'est Kenza. Je suis née en Belgique, à Bruxelles. Voilà, j'ai grandi en Belgique. J'ai fait quasi toutes mes études, en tout cas primaire, secondaire et une partie des supérieures. Voilà, j'ai grandi dans une petite commune qui s'appelle Schaerbeek, où je suis issue en fait de la troisième génération d'immigration, donc je suis issue vraiment en tout cas la vague de primo-arrivants, mon grand-père en faisait partie. Et donc depuis, voilà, toute ma famille s'y trouve, la plupart en tout cas vivent en Belgique. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je pense que ça va pour le moment. Ouais. J'ai annoncé à l'avance cette interview, du coup, j'ai eu quelques questions. Un des auditeurs connaît très bien Bruxelles et Schaerbeek. Il dit que les musulmans sont très bien représentés politiquement et en termes associatifs. Ouais, oui, oui, bien sûr, c'est une commune qui est assez diversifiée. C'est aussi historique, hein, évidemment, puisque donc, dans les années 60, à l'époque, quand il y a eu donc l'accord bilatéral, entre autres avec le Maroc et d'autres pays, pour recruter une main-d'œuvre ouvrière et reconstruire le pays juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à travers cette vague d'immigration qui s'est principalement concentrée dans certaines communes, entre autres Schaerbeek. Et donc, c'est là que justement mon grand-père est arrivé dans fin des années 60. Et donc, c'est ce qui explique aussi voilà, cette concentration aussi de population et qui a dû s'organiser évidemment. Donc, beaucoup d'associations, de structures, beaucoup de dynamiques qui se sont construites à travers donc cette population. Puis voilà, pour faire face aussi aux différentes problématiques qui se sont posées, évidemment.
Et donc oui, et puis, c'est une population aussi qui s'est investie, à différents niveaux, hein, que ce soit au niveau associatif ou politique, de différentes tendances, on a un peu de tout. Donc c'est assez diversifié, au niveau des tendances politiques, en Hmm. soi directement. Donc puis la communauté musulmane aussi, est assez, voilà, est assez riche, et diversifiée aussi. Et donc, Mhm. ça a permis en fait de pouvoir, vraiment, s'organiser, d'avoir des structures représentatives, pas qui représentent pas totalement, toute la communauté, mais en tout cas qui arrivent à voilà, à avoir des niches, diversifiées, si on parle de Scarbeck spécifiquement. On a une Mhm. communauté turque aussi qui est assez importante, et marocaine. On va dire que c'est 2 principales et puis voilà, c'est assez, ouais, c'est assez riche. Ouais. Alors, tu es la fondatrice de la Habiba et Ahmed Foundation. Est-ce que tu peux nous décrire, nous présenter un peu cette fondation, cette association? Alors, la Habiba Ahmed Foundation, c'est une structure qui a été créée, suite à, un drame familial qui a été, l'assassinat de mes parents, en 2002, le 7 mai 2002 à Schaerbeek. Donc, mes parents étaient assassinés, Allah yarhamhum, par un raciste qui était un voisin, qui était notre voisin et donc voilà, depuis, j'ai voulu vraiment entreprendre un travail de mémoire, Mhm. hem, pour les honorer, pour honorer toute une génération de parents, mais aussi pour, attirer l'attention sur la gravité de certains discours, qui circulent, que ce soit au niveau politique, dans les médias, vraiment qui gangrènent, notre société et qui mènent à l'irréparable, au pire, donc à la mort et c'est ce qui s'est produit parce que c'est pour rappeler un petit peu le contexte, ça s'est produit vraiment, au lendemain des attentats, du 11 septembre et puis il y avait les élections en France, les élections, présidentielles, de 2002 Mhm. et donc l'assassin, juste après, les élections avait, déclaré que puisque Le Pen n'avait pas été élu, on va se débarrasser de ça nous-mêmes. Oui, c'était Chirac contre Le Pen. C'est ça. Et donc ça avait je me souviens, enfin il y avait vraiment une forte tension et donc voilà, ça a été, vraiment enfin c'était une période très, très difficile en tout cas pour les musulmans et pour la population en fait de manière générale parce qu'il y avait, vraiment cet enjeu au niveau des élections, en France. C'était un peu, choisir entre la peste et le choléra en fait, hein, quand on voit, le choix qui s'est imposé, aux citoyens, en tout cas en France. Et là, malheureusement, ça a eu un impact en Belgique. Et puis, si on reprend le contexte, évidemment, en Europe, la montée de l'extrême droite était vraiment très importante. Et parce qu'en Belgique aussi, il y a tout un historique. En tout cas, un événement comme celui-là n'arrive pas juste comme ça par hasard. Et donc, la fondation attire aussi l'attention sur la gravité de certains discours qui sont banalisés. Et donc, c'est sortir du silence pour vraiment interpeller les responsables, faire ce travail de mémoire, c'est ça aussi. C'est rappeler les responsabilités de chacun, vraiment à tous les niveaux, hein. Ici, c'est vraiment au sein même de la communauté également. Il y a aussi, c'est pas, on a tous une part de responsabilité. Pour moi, c'est vraiment sensibiliser à tous les niveaux. Et donc voilà. Ouais. Par rapport à ton association, donc on va revenir plus tard, on a bien compris que derrière, tu voulais faire un devoir de mémoire et de sensibilisation sur le sujet du racisme et ses conséquences. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé à travailler à créer cette association? Alors, bah, la fondation, c'est vrai que bon, elle s'est pas créée comme ça du jour au lendemain. Ça a Mhm. été, des années d'expérience, de réflexion, pour vraiment, arriver à travailler sur quelque chose de concret. Et donc voilà, entre-temps, bon, j'ai dû vraiment, essayer déjà de me reconstruire après ce drame. Mhm. Donc c'est déjà de Tu avais moi-même quel âge? personnellement. J'avais 18 ans à l'époque. Ok. Et donc voilà, je venais de finir mes études secondaires,
Et là, c'est un chamboulement total, évidemment. Il faut complètement repenser les choses. Et il y a, enfin voilà, en tout cas pour moi, à ce moment-là, il fallait vraiment arriver à se retrouver déjà en tant que, voilà, à ce moment-là, en tant que personne, en tant Mhm. qu'être humain, face à un drame aussi grave. Et donc d'un point de vue personnel et puis d'un point de vue de la société, en fait, vis-à-vis de la société. Donc en Mhm. tant que personne, en tant que citoyenne responsable, euh, parce que ça avait vraiment, ça a été très très fort médiatisé. Il y avait des funérailles officielles qui avaient été organisées. Ouais. Donc ça a eu vraiment un impact énorme à ce moment-là pas seulement en Belgique, hein, mais au-delà des frontières. Mhm. Et donc, juste après, ben, voilà, il fallait que je réfléchisse à ce que j'allais faire. Et donc, en fait, alhamdoulilah, Tu as des frères et sœurs? oui, j'ai 4 frères. D'accord. J'ai 4 frères, je suis la seule fille de la famille. Ok. Et puis voilà, donc c'est aussi ça, c'est des responsabilités vis-à-vis de mes petits frères. Donc voilà, il fallait réorganiser, il fallait tout réorganiser. Et alhamdoulilah, voilà, on a été beaucoup soutenus. Mais à un moment donné, voilà, on est face à soi-même. Et puis oui, il faut continuer en fait, il faut continuer à vivre. Et alhamdoulilah, voilà, le fait je dis toujours, parce qu'on me pose souvent la question de comment on fait pour tenir, mais moi, ça a été, la foi est centrale dans ces moments-là, évidemment. Et donc je me suis vraiment rattachée à ce qui est fondamental dans mon éducation, dans voilà, toutes ces valeurs dans lesquelles j'ai grandi, et qu'il faut jamais oublier, évidemment, surtout dans des situations aussi difficiles. Donc il fallait continuer. Et puis c'est vrai que oui, j'étais très jeune, je faisais face à des responsabilités qui étaient quand même assez lourdes. Mais alhamdoulilah, en fait, au fur et à mesure, Dieu nous accompagne dans des épreuves aussi énormes, et permet voilà, de nous mettre des signes pour être orientés. Donc, alhamdoulilah, j'ai vraiment rencontré des personnes extraordinaires, j'ai eu des expériences aussi extraordinaires et qui m'ont vraiment forgée, qui m'ont appris. J'étais vraiment, oui, dans une quête, clairement, dans une quête voilà, de vérité, pour comprendre, pour savoir, voilà, c'est ça en fait la grande question. Et je pense que tout le monde, à un moment ou à un autre dans sa vie, se la pose, c'est quelle est ma mission en fait sur Terre. Beaucoup d'événements se produisent dans nos vies et puis on se dit mais qu'est-ce qu'on est censé en faire en fait? C'est quoi la leçon à retenir? Mhm. Et donc finalement, petit Donc à petit, cet événement-là, il a déclenché cette prise de conscience. je l'avais quand même déjà très tôt, parce que j'ai une éducation, alhamdoulilah, assez particulière. Et je pense moi j'ai grandi vraiment dans cet état d'esprit, c'est-à-dire de toujours être attentif à des questionnements comme ceux-ci en fait. Mhm. Et mes parents, Allah yarhamhum, nous ont toujours mis en garde là-dessus. Et en grandissant, de savoir, voilà, d'être très, très conscient de notre rôle sur Terre, et notre rapport au monde, etc. Et puis pour une finalité, Inch'Allah, qui nous dépasse en fait, qui nous dépasse. Et c'est pour ça que le fait d'être ici sur Terre, il faut en comprendre le sens. Et donc ça, oui, ça a été vraiment quelque chose qui m'a forgée. Donc je suis revenue en fait dans un premier temps à ce qui fait ce qui a fait mon éducation, ce qui a fait ce que je suis, ce que j'étais déjà à ce moment-là, c'est-à-dire Mhm. voilà, toutes ces valeurs que nos parents nous ont inculquées. Et puis voilà, remonter aussi à nos sources, à nos racines, et tout ça, c'est important en fait. Et évidemment, moi, j'inscris ça aussi dans le travail de mémoire. Il y a un moment donné, on fait partie d'une histoire, on vient de quelque part, nos origines. Et donc, je remonte très très loin sur la terre de mon grand-père, dans la région du Rif.
ce qu'ils ont été, tout ce courage en fait qu'ils portent à travers toutes ces étapes qu'ils ont eues dans leur vie, tous ces parcours en fait. C'est ce qui m'a permis en fait d'être inspirée. Et donc j'ai fait ce travail-là en fait. Clairement, je faisais beaucoup d'allers-retours au Maroc déjà à l'époque. Et donc je me dis: «C'est là, il faut arriver, à puiser là où, justement, une certaine sagesse était présente, un certain mode de vie, inspirant aussi». Donc tout ça, malheureusement avec voilà, moi je suis pas contre totalement, la modernité, mais elle a quand même fait beaucoup de dégâts. Et je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dans nos traditions, dans lequel on devrait puiser, pour pouvoir, faire face au monde actuel. Hmm. Et donc là, oui, revenir, sur les terres de mon grand-père, revenir dans cette sagesse, dans ces traditions qui ont toujours, qui m'ont toujours inspirée jusqu'à aujourd'hui. Ça a mis combien de temps ton deuil avant de repartir au Maroc? Alors tu parles de deuil. Pour moi, c'est quelque chose que je trouve, enfin, je pense, hein, qu'on perçoit, d'une certaine manière sans forcément, comprendre ce que ça implique derrière. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire faire le deuil? Et pour moi, c'est quelque chose comment dire? Qui n'entre pas en fait dans mon système parce que, déjà je vois pas ce que ça veut dire. Et ça a jamais résonné en moi parce que, je me dis: il y a c'est tellement abstrait, c'est tellement, enfin voilà, pour moi, il y a je vois pas en fait très, très bien qu'est-ce que ça veut dire. C'est un questionnement en fait, c'est un questionnement à avoir, hein, parce que, souvent en fait, et ça j'ai eu beaucoup de discussions, que ce soit, des personnes de tous bords, hein, vraiment, Hmm. le fait que je sois engagée, après autant d'années, que je sois encore, active, et que je sois encore dans ce travail de mémoire, certains le voient comme justement, l'idée que j'ai pas encore fait le deuil et que je me fais du mal et cetera. Alors que c'est pas du tout le cas. Au Hmm. contraire, il y a un moment donné, confronter, ces étapes, ces épreuves de la vie, nous permettent de nous forger, nous permettent de vraiment, comprendre et s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus concret, en fait, pour soi-même, et pour le reste, de voilà, de la société. Mhm. Et ici, déjà oui, voilà, la grande question, c'est quoi faire le deuil? Est-ce que c'est tourner la page? C'est oublier? C'est, passer à autre chose? Ça a été en tout cas des discussions que j'ai eues qui ont beaucoup remué, des choses, en tout cas par rapport à d'autres personnes, parce que moi j'estime que faire le deuil, c'est pas nécessairement, voilà, on n'appuie pas sur un bouton et puis on fait le deuil. Bien sûr. Et déjà en soi, et je respecte vraiment vraiment les parcours et le rapport de chacun, hein, face à cette question du deuil. Mais en tout cas pour moi en tout cas personnellement, si le deuil ça veut dire, passer une étape, tourner une page pour pouvoir, passer à autre chose, moi c'est pas mon approche. Moi justement, je continue à ne pas oublier. Parce qu'il faut pas oublier, en fait. Il faut, continuer à entretenir, une certaine mémoire parce que ça résonne beaucoup dans les parcours de chacun, en fait. C'est ce qui Hmm. permet, et je l'ai constaté, hein, vraiment jusqu'à aujourd'hui. Je suis fascinée, en fait, par, l'impact que ça a sur des personnes, et j'ai beaucoup de retours, hein, par message, et des rencontres que j'ai et cetera. Et c'est vrai, bon, je sais pas trop, parce que ça a été aussi une question que je continue à creuser jusqu'à aujourd'hui, parce que le rapport à la mémoire, selon notre culture, selon, voilà, le background qu'on peut avoir, elle est perçue de manière différente. Et même, Hmm. que ce soit dans des sociétés traditionnelles ou, des sociétés occidentales, l'approche est différente. Est-ce que, faire ce travail de mémoire, c'est oublier une partie et pour pouvoir, entamer une nouvelle et aller de l'avant? Ou c'est justement, comme dans des sociétés traditionnelles, c'est entretenir ce passé pour, mieux appréhender
Oui. l'avenir, le futur et ça, je pense que oui, en tout cas, dans le continent africain, dans les sociétés plus traditionnelles, ils sont plus dans cette optique-là, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier, il faut, Mmh. continuer à entretenir et je pense que c'est même la base même de notre foi. Quand on parle beaucoup de rappel, c'est ça la mémoire, c'est tous ces c'est des rappels. Donc il y Oui. a un lien très intéressant que j'ai trouvé, à faire, que voilà, que j'ai pu avoir, en tout cas par rapport à des discussions que j'ai eues avec certaines personnes et je trouvais ça intéressant en fait, cette culture de la mémoire, qui est aussi liée au fait de faire le deuil en fait. Oui. C'est vraiment enfin en tout cas c'est pour ça que je fais le lien entre les 2 mais Oui. ouais, c'est une question. Je pense aussi qu'il faut pas oublier les choses, mais c'est surtout en fait Mmh mh. de se laisser ce temps de reprendre ses esprits en fait et de parce que souvent ça crée des changements dans nos projets de vie. Ouais. Bah, je pense que déjà c'est pas on s'assoit pas un jour et puis on se lève un matin et on se dit: «Tiens voilà». C'est en fait, c'est toute une, bah, maintenant avec le recul, je peux le dire, hein, mais Mmh. il y a un moment donné, je me suis dit: «Bon, il y a, évidemment, cette part très importante de destinée, donc Mmh. le makatib qui, voilà, qui à un moment donné, faut se laisser emporter par ça. Il y a, j'ai très vite, essayé en tout cas dès le départ de, oui, de laisser, les choses se faire. Parce que j'avais cette conviction que Dieu m'abandonnera pas Mmh. et que les choses se feront en temps et en heure et qu'il faudra suivre ce parcours et en fait, chaque chose, chaque étape qui se sont présentées par la suite sont faites comme ça, dans cet état d'esprit et Mmh. alhamdoulilah, c'est ce qui m'a vraiment permis de voir les choses différemment. C'est vrai, les débuts étaient difficiles, il fallait vraiment, retrouver des repères, mes repères vraiment je les ai retrouvés dans la foi, il y a rien à faire, Ouais. c'est fondamental. Je me suis Mmh. vraiment accrochée à ça et puis, Toute seule ou tu t'es fait accompagner? j'ai été entourée alhamdoulilah de personnes qui m'ont vraiment, soutenue dès le départ, des grands frères, des grandes sœurs, des mentors qui, Mmh. voilà, c'est des personnes très précises et qui sont encore là aujourd'hui et bien sûr, alhamdoulilah, ça a été vraiment, hem, essentiel et nécessaire, en fait, pour pouvoir vraiment, et puis bon, à un moment donné, on se retrouve avec soi-même. Donc, Mmh. on dépend pas indéfiniment d'une tierce personne. Donc, il y a un moment donné, enfin, on est face à soi-même. On est d'ailleurs même la plupart du temps seul face à des décisions, des grandes décisions ou des situations, voilà, d'intense souffrance en fait, parce qu'on se retrouve avec, c'est massif en fait, hein, de vivre un tel choc. Et la question, moi, c'était toujours ça. Pendant des années que j'ai creusé, c'est qu'est-ce que je dois en faire? Comment on Mmh. réagit en fait face à une situation aussi, aussi énorme et une épreuve aussi, aussi grande? Oui. Et donc Mmh. j'étais toujours en fait, ce qui aide, je pense, c'est d'être toujours dans la recherche et dans cette quête. Et je pense que c'est le propre même de notre existence, c'est de continuer à cheminer malgré tout et de pas Oui. se dire: «Voilà, c'est la fin de tout» et puis de sombrer dans le silence et dans le désespoir. Il y a rien de pire, Mmh. en fait, pour moi, donc je pense que c'est ce qui m'a vraiment animée, c'est ce qui m'a permis voilà, de me retrouver, avec des personnes extraordinaires, de voyager, d'être à la rencontre, d'être Mmh. dans cette quête, vraiment perpétuelle, de comprendre. Oui. Voilà. Lorsque l'événement s'est déroulé en 2002, donc l'assassinat, j'imagine que tu as dû avoir beaucoup de personnes qui ont essayé de te contacter pour t'aider, de te soutenir et cetera. À ce moment-là, est-ce que tu voulais être seul? Peut-être tu avais trop de gens autour de toi ou pas assez de gens? Quel est le type de réaction que tu as eu? Et peut-être si c'était pas les bonnes réactions parfois, quel est le type de réaction que tu aurais aimé avoir de la part des gens? Hem, En fait, ça dépendait, ça se situe à des moments différents et puis oui, à des moments différents et à des périodes aussi, spécifiques par rapport à un parcours que j'ai pu avoir. Mais c'est Mmh. vrai que, au début, bon, il y a eu toute cette mobilisation, et alhamdoulilah, ça a beaucoup aidé, vraiment,
je c'est vrai qu'avec le recul, bien sûr, ça pouvait pas se passer autrement. C'était tellement grave, en fait, ce qui s'était produit, que ça a secoué, tout le pays, hein, mais et peut-être même pas suffisamment, moi, je dirais, parce que, évidemment, voilà, le temps passe, les gens oublient et la société oublie, mais nous, on porte cette, voilà, ce malheur, cet événement, dans notre chair, tous les jours. Donc forcément, il y a eu c'est parfois à des moments des déceptions parce qu'on avait des attentes, au niveau de la justice, au niveau, des démarches, administratives qu'on a pu avoir sur le moment et donc forcément, bien sûr que le temps, c'est un facteur très important, hein, mais pour nous, il a été, ça a été difficile dans le sens où, tout cet élan en fait qu'il y avait au départ, s'est très vite éteint et donc voilà, c'est là que ça devient décisif, en fait. Est-ce qu'il faut, continuer? Est-ce que ça c'est le propre des choses? Est-ce qu'il faut accepter? Et moi, c'est vrai que ça a été, quelque chose que j'ai pas pu accepter parce que, c'est un événement, en fait, qui doit vraiment secouer, tout le monde dans son fort intérieur. Et Mmh. là, ça se situe à 2 niveaux. Il y a évidemment le cadre plus personnel, plus direct avec les personnes, avec les gens. Et puis il y a, tout l'aspect politique, et au niveau, judiciaire. Donc, pour moi, enfin, pour nous, c'était essentiel quand même que des responsabilités soient reconnues dans ce qui s'était passé. Donc, et malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc il y a eu des démarches au niveau, des tribunaux et il n'y a eu aucune responsabilité qui a été reconnue. Bon, l'assassin s'est donné la mort, la nuit même des faits, donc on pouvait plus le poursuivre. Mais qu'est-ce qu'on fait des services qui étaient censés réagir, à ce moment-là, qui n'ont pas pris en considération toutes les plaintes qui avaient été déposées? Donc tout ça a été, primordial pour pouvoir vraiment, en retenir, des leçons et puis faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et ça n'a pas eu lieu, en fait. Ça n'a pas eu lieu, la justice a estimé qu'il y avait un non-lieu et puis, par la suite, d'autres drames se sont produits, d'autres, actes similaires, ont eu lieu et puis avec toujours, voilà, c'est ça, à chaque fois relancer le débat, mais ça reste vraiment au niveau émotionnel et c'est là, moi, mon grand regret, c'est de voir que ces questions-là sont traitées, souvent sur l'émotion. «Ah, on Mmh. va plus jamais ça, on va tout mettre en œuvre, pour». Et puis dès que le temps passe, on retombe dans le silence et ces questions-là sont plus débattues ou sont reléguées, sont relayées en second plan et donc Mmh. forcément, voilà, ça a créé beaucoup de déceptions, mais ça m'a pas découragée. Je me suis dit: «Il faudra mettre ça en perspective sur du long terme. Ça va pas se faire, le changement il va pas se produire, comme ça, du jour au lendemain, il faudra beaucoup de temps, donc j'ai été consciente donc à un moment donné, j'étais consciente de ça. Donc là, je me suis inscrite dans une perspective sur du long terme évidemment, OK, et ouais. OK. Et justement, du coup, parler de cette perspective sur le long terme. Donc, entre 2002 et maintenant, ça a été quoi ton parcours, pro, ton parcours, dans la vie? Alors moi, à ce moment-là, donc j'ai très vite je faisais des études à l'époque, j'étais en puériculture, donc je terminais en fait et au moment des faits, bon comme, tout avait brûlé, hein, donc je rappelle que l'assassin avait ébouté le feu à toute la maison et moi j'étais en dernière année et donc je préparais justement, mon mon travail de fin d'études, que je finalisais et donc les examens et cetera, c'était au mois de mai, donc en juin, c'était la période des examens et évidemment dans l'incendie, tout mon travail a été brûlé, donc je devais, ça aussi, ça a été un gros défi mais alhamdoulilah, j'ai eu des professeurs extraordinaires, j'ai hyper bien accompagné, donc j'ai dû refaire un stage, refaire un travail, de fin d'études, pendant les vacances d'été et je l'ai présenté au mois de septembre,
et voilà, que j'ai réussi. Et puis juste après, bah, je vais voir ce que j'allais poursuivre comme études. Et donc, j'ai enchaîné directement avec des études de communication. Et en parallèle, je continue à travailler. Je travaillais en milieu hospitalier, donc dans ce que j'avais déjà étudié juste avant. Et donc, j'ai terminé donc, mes études après 3 ans, mes études de communication. Et donc, ça, j'ai des études de communication en gestion d'entreprise et ressources humaines. Ça te plaisait plus la puériculture? Non, ça m'intéresse encore aujourd'hui, hein, pas du tout. Au contraire, c'est tous les domaines. Moi, je suis assez diversifiée en fait. Et puis surtout quand je vais parler de la suite, ça va être encore plus significatif. Mais c'est vrai que je suis passée d'une chose à l'autre. Mais ça a toujours été voilà, des domaines qui m'ont intéressée vraiment. C'est Mm. juste que voilà, sur le moment, il y avait un besoin de vraiment me situer dans le, dans le contexte dans lequel j'étais à ce moment-là. J'étais engagée voilà, au niveau associatif, sur le terrain, etc. Il fallait aussi que j'ai des outils pour pouvoir vraiment faire face à une situation à ce moment-là. Donc, ces études-là se sont présentées aussi parce qu'il y avait, j'avais besoin aussi d'avoir une formation, d'être formée en fait pour faire face à la situation qui était la mienne à ce moment-là en fait. Et Mm. puis juste après, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit international et droit des étrangers. Et là, de nouveau, j'ai été exposée c'était aussi, enfin, tout tournait autour de la question des sans-papiers, des réfugiés. Et à ce moment-là, Tu t'occupais de la communication ou... oui, je m'occupais de la communication interne et externe. Donc voilà, il y avait par exemple des dossiers qui avaient été remportés, donc il fallait organiser tout un travail de communication autour. Et puis la gestion interne du cabinet en lui-même. Ça a été une expérience extraordinaire, vraiment. J'ai eu vraiment des collègues magnifiques et donc voilà, ça m'a ouvert vraiment un autre champ des possibles. Puis en parallèle, j'étais aussi engagée sur des projets humanitaires, donc que ce soit au Maroc, en Palestine, aux Philippines aussi. Donc c'était avec l'ONG particulièrement l'ONG dans laquelle j'avais fait mon stage en fait en communication. C'est quoi le nom de l'ONG? International Action for Liberation, qui est basée à Bruxelles. Ok. Donc, ils ont des actions un peu partout, aux Philippines, au Voilà, et donc Maroc, Palestine. ouais, j'étais avec eux en Palestine, et aux Philippines, et donc c'est des missions d'observation qu'ils organisent chaque année. Et dans mon stage, j'étais partie d'abord en Palestine. Et là, évidemment, ça m'a vraiment bouleversée. J'étais aussi toujours, enfin, c'est toujours dans cette même quête de vérité, de comprendre. Moi, au-delà de la situation, hein, évidemment, de la Palestine, que ce soit au niveau politique, c'est vraiment la situation des personnes. Moi, je revenais toujours à la situation de l'être humain, en fait. Et c'est pour ça qu'en allant là-bas, j'avais vraiment cette intention de, de me connecter aux personnes, à leur réalité, et puis la difficulté qu'ils rencontrent en vivant depuis des générations dans une zone de conflit. Et puis, voilà, toutes ces familles que j'ai rencontrées, il n'y en a pas une où on ne voit pas ces portraits de martyrs accrochés au mur. Et moi, ça m'avait vraiment frappée. Et puis après, en parallèle surtout, et ça, c'était la grande leçon, c'est malgré la situation, malgré ils s'accrochent à cet espoir, à cette foi de manière impressionnante. Et moi, ça m'a vraiment, évidemment, ça a fait écho dans mon propre parcours. Et je suis revenue encore beaucoup plus renforcée, beaucoup plus déterminée, évidemment, sur le sens de l'engagement, oui, et puis d'un point de vue personnel, parce qu'on part un peu dans l'idée qu'on va aider ces personnes, mais en fait,
c'est ces personnes qui nous aident et qui, oui, qui mettent les choses en perspective, en fait, sur notre rapport au monde. Et donc, oui, ça a été un tournant, en fait. Mhm. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Ça a été d'aller dans des zones de conflit, de rencontrer des personnes qui vivent dans ces zones de conflit, de comprendre leur réalité et comment ils y font face. Et voilà, ça a été vraiment. Oui, ça m'a beaucoup appris, en fait. Ça m'a beaucoup Ok. appris. Et c'était Et pendant ton expérience pro, tu as pris une pause, des congés? alors, ouais, je faisais parfois en parallèle. Je voyageais beaucoup parce que pour moi, les voyages, je reviens toujours avec quelque chose de nouveau, quelque chose que ce soit des voyages humanitaires ou même des voyages, voilà, que j'organise dans des zones particulières personnellement. Et évidemment, Ok. là, je m'inscris dans une dynamique à l'international. Forcément, le contexte belgo-bruxellois est élargi. C'est intéressant de s'inscrire dans des dynamiques plus larges parce que ça nous permet aussi de comprendre des Mhm. situations plus locales. Et parce que moi, je me souviens à l'époque, bon, quand on parlait du racisme, j'ai l'impression que, enfin, on parlait du racisme comme si c'était un petit phénomène de quartier, en fait. Mhm. Et quand on met ça en perspective et de manière beaucoup plus large, là, on se rend compte que, en fait, on peut faire beaucoup de liens. Et entre autres, quand j'ai dû voyager aux États-Unis et évidemment la communauté afro-américaine et tout leur parcours sur leur engagement pour les droits civiques, toute cette période-là a été pour moi très, 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 très intéressante et très inspirante. Mhm. Et donc là aussi, j'ai été amenée à rencontrer des structures à Harlem, particulièrement à New York. Et c'est extraordinaire, toute cette dynamique, tout ce mouvement, en fait, voilà, pour plus de justice, plus de reconnaissance. Et là, de nouveau, ça a toujours été dans ce parcours de quête de vérité, de sens, pour continuer à m'enrichir, à me nourrir, en fait, de toutes ces expériences, de tous ces parcours dans le monde. Mhm. Et ça m'a amené en fait, à reprendre mes études euh, C'est au la Maroc. troisième fois. Voilà. D'accord. Donc après 6-7 ans, plus ou moins d'activité professionnelle, j'ai voulu reprendre mes études. Je me suis dit, voilà, je veux vraiment faire des relations internationales. C'est ce domaine qui m'intéresse pour vraiment arriver à comprendre voilà, tous ces conflits qui se produisent dans le monde, tout l'aspect voilà, ouais, de comprendre en fait tous ces enjeux-là dans un Mhm. cadre académique. Et c'est là que il y a cette possibilité de pouvoir aller à l'université de l'Akhawaïn à Ifrane, au Maroc, Ok. et qui a un cadre juste extraordinaire pour pouvoir, enfin, déjà au niveau de la région et puis au niveau de l'université en elle-même, ça a été vraiment, enfin, c'est une université qui est ouverte sur un système un peu à l'américaine. C'est une université publique, hein. C'est une université Mhm. publique, mais qui a adopté un modèle américain et anglophone. Et donc là, ça a été quand j'ai considéré cette possibilité. Bon, au début, ça a été un peu. J'avais vraiment. Oui, je me suis dit non, c'est peut-être trop pour moi, parce que c'est quand même un cadre assez challengeant et les cours étaient en anglais, et puis c'est un niveau assez important en fait. Et, Mhm. donc là, je me suis un petit peu auto-sabotée au début. Mais après, je me dis non, il faut que je dois essayer. Il faut que j'essaye malgré tout. Au moins, j'aurais essayé. Puis peu importe si ça va pas, ça va pas. Mais au moins, j'aurais essayé. Et donc là, il y avait un test à passer, donc le test d'anglais. Bon, j'avais déjà une base, etc. Mais ici, fallait passer le TOEFL, Oui. qui est un test international d'anglais, et le réussir donc c'était une des conditions pour pouvoir être accepté. Et donc, je l'ai préparé pendant plusieurs mois. Voilà, j'étais partie à Londres en immersion
Trop bien. Et là, j'avais travaillé aussi dans une association qui accompagnait les mineurs réfugiés. OK. Et en parallèle, j'étais inscrite dans une école de langue à Londres. Et je suis restée là à peu près 4 5 mois. Et Mmh. pour préparer ce test, et je me suis vraiment, c'était des cours accélérés, concentrés sur une période très courte, Tu mais partais de ça a pas été grand-chose, alhamdoulilah. j'imagine? Pardon? Tu partais de pas grand-chose en anglais, Oui, au enfin, début? genre, j'avais une bonne base, hein, mais c'est vrai que là, dans un contexte académique, c'est complètement différent, évidemment. Ouais. C'était pas, et puis il fallait que je réussisse ce test, quoi. Pour moi, je devais Ouais. vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour le réussir. Mmh. Et puis voilà, et Alors donc en 2012, l'été 2012, je viens au Maroc et je passe le test à l'université avec plus ou moins une centaine, je pense qu'on était une centaine à passer ce test. mmh Et puis quelques semaines plus tard, je reçois une réponse positive avec la bourse qui m'a été octroyée. Et donc là, Trop bien. c'est un chapitre nouveau qui s'ouvre à moi, Mmh. qui a été extraordinaire. Vraiment, je pense que ça a été. Et puis, je remercie un de mes mentors aussi qui m'a beaucoup orientée là-dessus, parce que je crois que moi-même, toute seule, je ne me serais pas lancée comme ça directement. Mais Mmh. il m'a convaincue. Et donc, voilà. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est aussi arriver à faire des choix comme cela et être soutenu et encouragé, ça passe aussi par des belles personnes qui sont là pour ça, en fait, qui sont dans une totale bienveillance. Et donc là, j'ai eu vraiment, je pense, ça a été, alhamdoulilah, la meilleure chose qui a pu se produire pour moi. Ouais. Et donc je pars, bah, j'ai toujours fait des allers-retours, hein, que ce soit pendant les vacances académiques ou des choses comme ça, mais je suis restée toujours connectée à la Belgique. Mais voilà, là, je m'inscrivais dans un cadre académique pour un master en relations internationales et diplomatie, avec un focus sur les études de paix et conflit. Mmh Et là, ça m'a ouvert aussi des portes que j'ai jamais considérées au départ, en fait. Faire une session à l'université de Berkeley en Californie, Mmh. j'aurais jamais imaginé au départ, qui est Ouais. quand même une des Mmh. universités, c'est une des top 10 des universités américaines. Ouais, ouais. Ça a été un cadre extraordinaire. C'est un campus, enfin, le campus en lui-même, c'est une ville, quoi, en fait. C'est énorme, c'est énorme. C'est Me Bruxelles. retrouver dans un cadre, ouais, voilà, c'est ça, en fait. Me retrouver dans un cadre comme ça, c'est énorme. C'est mon premier voyage aux États-Unis à ce moment-là. Mmh Et donc, tout était nouveau. Et c'est juste extraordinaire, parce que bon, moi, les États-Unis à ce moment-là, c'était juste les États-Unis des séries américaines classiques ou des films, en fait. Mmh Mais là, c'était réel, quoi. Là, c'était vraiment. Et c'était juste magnifique, parce que ce qui était intéressant à Berkeley, il y a une communauté. Alors, je l'avais fait aussi, cette session, je l'avais fait pendant le mois de Ramadan, et j'avais passé aussi l'Aïd là-bas. Et Mmh donc, évidemment, on se connecte avec l'association des étudiants musulmans. Et là, ça a été aussi extraordinaire de passer le mois de Ramadan avec. C'était une communion très, très particulière. Donc, j'ai découvert aussi une communauté américaine musulmane organisée, qui était. Enfin, moi, j'en ai été fascinée, en fait. Je me suis dit, mais quand je viens de Bruxelles et que je me retrouve là-bas en Californie, au sein d'une communauté musulmane aussi organisée, ça a été quasi un choc, en fait, parce que Mmh. c'est une longueur d'avance par rapport à beaucoup de questions, beaucoup d'approches, et ça a été aussi formateur. Et puis j'ai eu l'occasion aussi d'être en contact et de visiter le Zaytouna College, Mmh donc qui a été fondé par Cheikh Hamza Youssef et Imam Zaid Shakir et d'autres. Hatem Bazian aussi, donc qui d'ailleurs enseigne à l'université de Berkeley. Et donc ça a été aussi, voilà, j'ai découvert aussi tout un univers au niveau de la communauté musulmane aux États-Unis, qui a été très très intéressant, en parallèle de mes études, donc des cours que j'avais à l'université. Et voilà, j'en suis revenue
complètement Le cœur plein les yeux. inspirée. Ah oui, oui, clairement, ça a été extraordinaire, vraiment comme expérience. Et puis ensuite, voilà, puis là, par après, j'ai eu aussi l'occasion de passer, d'avoir des sessions à l'université américaine du Kosovo. Alors, Mmh. évidemment, le contexte du Kosovo est particulier dans tout ce qui est post-conflit, et moi, c'était mon domaine, donc je voulais vraiment avoir ces cours-là. Et c'est arrivé aussi, ça c'était aussi particulier, c'est arrivé aussi au moment où on célébrait les 50 ans du massacre de Srebrenica. Et donc j'ai pu assister aux commémorations. Il y avait un événement officiel qui rassemblait des gens du monde entier. Enfin, c'était extraordinaire. Et là, de nouveau, en fait, ce qui était intéressant pour moi, euh, et à chaque fois, c'était pareil, c'était d'être avec les victimes, de, euh, voilà, de comprendre leur réalité, d'échanger avec eux et puis avec elles. Et de nouveau, ça m'a beaucoup appris, ça m'a vraiment. Je remets de nouveau les choses en perspective, surtout autour de la question de la mémoire, en fait, parce qu'il s'agissait de ça à chaque Mmh. fois. Ouais. Et là, en fait, bon, sur le site du mémorial, avec un cimetière énorme, c'est des milliers de victimes. Et là, de nouveau, en fait, moi, ce qui m'avait marqué, c'est ce grand hangar, parce que chaque année, aux commémorations, on organise les enterrements donc des victimes qui qu'on retrouve à chaque fois, parce qu'il y a toujours des fouilles en cours. Et donc, au fur et à mesure, les familles, il y a évidemment tout un réseau de familles, d'associations de familles qui continuent à être. Voilà. Bon, à ce moment-là, il n'y avait pas encore le procès qui déterminait le génocide. Mmh. Euh, mais c'est vrai que ce combat-là, il a été porté par des veuves, des filles orphelines qui se sont battues pendant des années pour pouvoir, voilà, pour obtenir cette reconnaissance. Évidemment, moi, Mmh. à une autre échelle, ça a fait écho. Oui. Et ça a été bouleversant en fait de me retrouver là, au milieu, voilà, ça a été, parce qu'il y a eu, c'était un très 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 gros événement. Et donc il y avait aussi la visite de Bill Clinton et puis plein d'autres chefs d'État à travers le monde. Mais moi, en parallèle de ces cérémonies officielles, etc., pour moi, c'était important d'être aux côtés des victimes et juste d'être là avec elles, de partager leur douleur, leur souffrance et de la comprendre et d'être à l'écoute. C'est beaucoup pour des victimes, ça. Et je savais à quel point c'était important. Et ça, c'est ce que j'en retiens. Et moi, je n'oublierai jamais cette image, en fait, dans ce grand hangar, avec tous ces corps des victimes, Allah yarhamhum, qui étaient là. Il y avait plus ou moins 200 corps qui allaient être enterrés ce jour-là. Et je me suis mise dans un coin de cet hangar et j'observais, voilà, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de médias internationaux qui étaient là, c'était couvert, hein, vraiment, c'était très, très, très fort, médiatisé. Et moi, j'étais dans un coin de ce hangar, à observer, voilà, chaque fois, une veuve avec, leur fille, les familles, qui regardent, cette liste qui était accrochée, à la porte du hangar, pour reconnaître, quel était le numéro du corps sur lequel ils pouvaient se recueillir enfin, après tant d'années d'attente. Et ça, c'était des images qui me marquent en fait, qui m'ont Parce que marqué. à ce moment-là, c'était quoi? Ils avaient découvert des corps En enterrés ou fait, c'était quoi? c'était parce que bon, à l'époque, donc au moment du massacre, Mmh. ces corps étaient entassés dans des fosses communes. Et OK. bah, c'était toujours dans l'idée d'effacer toute trace en fait. Et donc, Mmh. et puis parfois, on ne sait même pas où les localiser, où est-ce que ces massacres ont eu lieu à des moments et à des endroits différents. Et pour faire ce travail de fouille, de restitution, ça prend des années évidemment. Et, Mmh. euh, et donc là, les victimes se sont constituées en structures
pour porter ce combat, en fait, pour pouvoir retrouver les corps et puis pour que ces victimes puissent enfin peut-être faire un deuil, peut-être voilà, retrouver une certaine paix. Parce que quand on n'a pas. C'est très difficile pour des victimes, en fait, de comment dire, de retrouver une certaine paix, même s'ils ont une dignité et un courage extraordinaire, mais de ne pas avoir une tombe sur laquelle se recueillir, de ne pas permettre voilà, oui, de pouvoir faire la prière du défunt et puis d'avoir quelque chose comme ça qui permette de retrouver une certaine paix intérieure, c'est difficile en fait. Et ça, Oui, je peux le comprendre, en tout cas dans ce contexte-là. d'accord. Kenza, je vais essayer qu'on aille un peu plus vite parce que je sais que ton temps est limité. Donc là, tu as fait des études au Maroc en 2012, ça t'a pris quelques années. J'ai pris mon temps aussi, hein. Normalement, bon voilà, ça se fait en moins de temps, mais là, je voulais Ouais. aussi prendre mon temps, donc je ne prenais pas beaucoup de cours sur le semestre, donc D'accord. voilà. Et donc j'ai été diplômée en 2018, Ok. après avoir fait mon travail de recherche. Donc j'ai fait un travail de recherche sur l'impact des changements climatiques sur la migration. Mhm. Et je l'ai fait dans la vallée du fleuve Sénégal, donc à la frontière sénégalaise et mauritanienne. Ok. Euh, et donc voilà, ça a été mon travail final qui a clôturé toutes ces années d'études en master. D'accord. Et du coup, depuis, tu travailles dans le domaine, tu fais quoi? Alors entre-temps, voilà, je me suis beaucoup intéressée à la diplomatie environnementale. Et donc, j'ai cofondé une structure ici au Maroc qui a promotionné la permaculture. Ensuite, Ok. j'ai travaillé pour le Global Eco Village Network, donc qui est une structure basée en Écosse. C'est un réseau de plus de 10 000 communautés d'éco-villages à travers le monde. Et je représente le continent africain, surtout pour les conférences du climat, donc les COP. Donc j'ai pu faire celle de la COP 24 et la COP 25. Et cette Ok. année, bon, il y a encore beaucoup de. Avec le Covid, etc., ça a compromis beaucoup de choses. Donc c'est en stand-by. Mais je travaille essentiellement sur l'organisation, donc la participation du Global Eco Village Network aux conférences du climat. Et donc, Ok. c'est voilà, rencontrer les délégations, particulièrement des délégations africaines, négocier la possibilité d'implémenter un programme des éco-villages dans les pays ciblés. Et c'est une expérience très, très, très enrichissante. Surtout, il y a quelque chose vraiment de très particulier sur le continent africain. Il y a une Mhm. dynamique très intéressante. Voilà, cette volonté de vraiment porter ces questions-là au niveau de leur pays, avec, voilà, on le sait, hein, des passés coloniaux qui ont toujours des effets jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est extraordinaire de voir à quel point voilà, ces pays-là ont cette volonté de se prendre en charge, de travailler ces différentes questions qui a trait à leur pays et avec une population jeune tellement, tellement dynamique. Enfin, moi, j'ai pu le voir en tout cas même au Sénégal en étant très proche. C'est un pays qui m'a adoptée. Et donc, j'ai une histoire très particulière avec le Sénégal, entre autres. Et donc, voilà, moi, je trouve que sur le continent africain, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses intéressantes qui s'y passent. Et ouais, ça m'a beaucoup apporté aussi. Ouais. D'accord. Je voulais juste revenir un petit peu sur tout ce que tu viens de décrire là. En fait, tu l'as raconté comme si c'était quelque chose de normal, de facile. Mais en tout cas, moi, je respecte beaucoup le fait que tu n'aies pas eu peur en fait de reprendre les études quand il le fallait, de prendre des initiatives, parce que c'est pas évident en fait de se dire que voilà tout ce que les études que j'ai fait avant, j'abandonne ça pour faire d'autres études et m'orienter dans un autre domaine. En général, les gens à qui on dit ça, ils disent non, ça ne demande pas du courage, c'est juste de suivre ses passions, tout ça, tout ça. Mais quand on ne le fait pas, en fait, souvent, c'est parce qu'on a peur en fait de perdre son statut, si on a un bon Mhm. statut dans ce Ouais, qu'on fait, ou bien on trouve ça peut-être ouais. trop dangereux, ou c'est un peu l'inconnu en fait, on sort de sa zone de confort.
Est-ce que tu as un commentaire à faire à ce sujet-là? Comment est-ce que toi, tu t'es motivé? C'est quoi ta philosophie par rapport à ça? Non, c'est très intéressant comme point. C'est juste, c'est très juste en fait, hein, parce que enfin, moi, je m'en suis rendu compte, mais vraiment par après. Mais moi, sur le moment, je suivais mon instinct en fait. Il y avait mon instinct qui me portait vers ces espaces-là. Moi, j'appelais ça des espaces à ce moment-là parce que je voyais surtout ce que je pouvais en retirer comme expérience et ce que ça pouvait, comment ça pouvait m'enrichir en fait. Moi, je le voyais plutôt comme ça, plutôt que les études directement. Évidemment, il y a une part, voilà, on doit travailler, etc. Il faut étudier, quoi. Donc, c'est des cours, c'est quand même conséquent. Mais moi, je le voyais. Après, c'est vrai que je peux comprendre. Moi, j'avais, bon, quand je suis arrivée à l'université, par exemple, bon, j'avais, je crois, 10 ans d'écart avec le reste des étudiants, hein. Bon, ça se voyait pas à ce moment-là. Je pouvais passer inaperçu. Mais c'est vrai que j'ai pu me fondre dans la masse sans problème. Ça n'a pas posé de problème. Mais c'est vrai que avec le recul, j'avais peut-être la maturité pour pouvoir estimer que c'était intéressant de le faire. Mhm. Mais moi, je pense que c'est ça, en fait. L'idée, c'est de se dire, il ne faut pas se mettre de limites. Il ne faut pas, comme ça, établir un chemin tout tracé, tout fait. Il faut toujours garder une part de flexibilité pour se dire, tiens, qu'est-ce que telle et telle expérience pourrait m'apporter et pourquoi pas. Vraiment se Ouais. poser la question de se dire, et pourquoi pas, et de ne pas limiter ses champs des possibles comme ça dès le départ. Parce que c'est vrai qu'on est conditionné à ça, en fait. Et ça, je peux comprendre hein, quand on est jeune. Mhm. Je l'ai connu moi-même. Moi, c'est vrai que c'est quand même particulier parce que moi, si je reprends une anecdote par rapport à la périculture, ma mère, la Hamra, voulait surtout pas que je fasse ça. Elle me voyait dans des études universitaires dès le début. Et c'est vrai que reprendre des études professionnelles, c'était mal vu à ce moment-là. C'est un peu, c'est un peu les études de la seconde chance, en fait, de la deuxième chance. Mhm. Alors que moi, c'était vraiment parce que je voulais vraiment faire ça et ça m'intéressait, etc. Mais c'est vrai que peut-être que, ouais, je sais pas, bah, moi, j'ai toujours essayé de pas être, il y a le terme en anglais, out of the box. Donc, Mhm. c'est pas rentrer dans des cadres comme ça déjà prédéfinis, mais toujours garder une part, voilà, ça peut être réfléchi et cadré aussi, hein, évidemment. Pas penser à ce que les gens Moi, vont dire, ce qu'on parle. Parce que souvent, les gens, ce oui, qu'ils disent, c'est les gens avancent, construisent leur vie, voilà, ils suivent le chemin non, tout non, tracé. non. Moi, je vais avoir un trou dans mon CV, ce genre de réflexion. Je vais redevenir étudiant. Ouais. Non, mais c'est pas une bonne approche, vraiment pas du tout, parce que voilà, faut se dire que tout est possible. Tout est Mhm. possible. Ben, bien sûr, il faut travailler, il faut se donner les chances, les moyens de pouvoir le faire. Mais il faut pas se limiter dès le départ. Ça, j'ai vu très très souvent. C'est vrai que ça, je suis contente hein, que ça a pu inspirer beaucoup de personnes autour de moi. Parce que c'est après coup, évidemment, au début, on avait beaucoup de craintes. On me disait, hein, ouais, mais c'est quand même risqué. Et puis attendez, il y a aussi le Maroc. Hein, donc, moi, on m'avait dit, mais les études au Maroc, est-ce que tu es sûre? Et moi, au contraire, je trouvais que c'était le meilleur cadre que j'ai pu avoir. Et puis, moi, subhanallah, en fait, ce qui m'a vraiment, ouais, la chose qui a été déterminante, parce que j'en avais parlé à ma grand-mère, et je voulais quand même avoir voilà, un avis de sagesse qui me permette de me donner du courage pour le faire. Ma grand-mère, qui a jamais été à l'école, qui a jamais mis les pieds dans une classe, quoi, et qui avait cette sagesse suffisante, cette sagesse en fait suffisante pour me dire euh, tout ce que tu peux emmagasiner comme connaissance, tout ce que tu peux. Mais l'école, c'est ça. Donc vas-y, il faut. Donc elle m'a donné sa bénédiction et c'est ce qui m'a permis de franchir le pas, quoi, parce que beaucoup autour de moi étaient très sceptiques et avaient beaucoup de peur. C'était de la peur, hein, aussi s'inquiéter. C'est de l'inquiétude Mhm. aussi, hein, évidemment, c'est de se dire, tiens, parce que c'est vraiment ce que tu veux faire, c'est pas un peu risqué, etc. Et je me dis non, voilà, faut pas se limiter et puis ne pas avoir peur de changer. Euh, voilà, moi c'est vrai que j'ai jamais été carriériste en soi. Ça n'a jamais Mhm. été quelque chose qui m'a voilà, qui m'a
intéressée, ou jamais une attitude en fait qui m'a prise comme ça pour penser mon avenir. Ça peut être bien pour certains, j'en sais rien, mais en tout cas pour moi, j'ai jamais eu cette attitude de carriériste sur un domaine précis. Après, si des personnes vraiment ont trouvé leur domaine, ont trouvé leur voie et que c'est exactement voilà, la voie qu'ils doivent suivre et ils le sentent et puis ils en font toute une carrière, c'est très bien aussi, hein, je veux dire, hein, c'est pas. Oui. Mais moi, j'ai évité de m'inscrire là-dedans et justement, ça m'a permis d'ouvrir en fait les champs des possibles, en fait, de me dire, voilà, si à un moment j'ai envie je sais pas, de travailler dans un pays, je sais pas moi, où c'est en Asie ou ailleurs, ou sur le continent africain, ben, j'ai pas de limite en fait. Hmm. C'est pas quelque chose qui va m'impressionner ou qui va me. Ça va être évidemment, voilà, ça va être nouveau. Il faudra juste, S'organiser. euh, voilà, s'organiser tout simplement. Mais pas. Mais c'est vrai que ça a été, bon, ça a changé un petit peu hein, maintenant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, c'était des attitudes très classiques en fait, hein, de mon Hmm. entourage quand j'étais en Belgique. Bon, on se projette qu'en Belgique et puis on suit un chemin tracé qui est déjà là et puis préétabli. Il n'y avait pas, il y avait pas vraiment cet état d'esprit de voir au-delà en fait du milieu dans lequel on vivait et puis d'ouvrir vraiment d'autres Oui. perspectives. Donc ouais, ça a été quand même ouais, quelque chose qui m'a beaucoup apporté en fait et que j'encourage vraiment d'autres à faire de même parce que en ayant cette attitude voilà, de limiter, de toujours. On peut avoir des craintes, évidemment, ça peut être. Voilà, ça peut arriver, c'est normal. Mais à un moment, faut passer le cap et dire bismillah et puis y croire, quoi. C'est ça, c'est surtout ça, en fait. C'est vraiment ne pas Hmm. être voilà, dès le départ dans quelque chose qui nous limite, quoi. Oui. Mieux vaut avoir des remords que des regrets. Clairement. On connaît tous autour de nous des gens qui nous disent j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ci, ouais. Mais c'est jamais trop tard. Moi, c'est ça que je réponds habituellement dans ces situations-là. On peut même, Hmm. euh, on peut même évincer les remords, hein. C'est aussi encore Hmm. possible, c'est de se dire et pourquoi pas, pourquoi est-ce on le ferait pas maintenant? Oui. Et là maintenant, par exemple, j'ai pas de problème à me dire tiens, s'il y a des études qui m'intéressent, bah, de reprendre de nouveau autre chose en fait. Hmm. C'est Et pas du tout. surtout maintenant, c'est beaucoup plus simple qu'à l'époque. Maintenant, on a les cours en Ouais, ligne, exactement, on a tellement de exactement. choses disponibles par rapport à ce Ah qu'il y oui, avait oui. disponible avant. Je pense que la règle de base, c'est de se dire l'accès à la connaissance, il faut pas la limiter, quoi. Il y a Hmm. évidemment, faut pas, c'est pas nécessairement juste un diplôme ou un titre qui va déterminer ça. Évidemment, moi, je suis pas très. Voilà, il y a le diplôme, mais c'est surtout ce qu'on en fait, puis la connaissance qui est C'est accumulée, ça. qu'est-ce que ça apporte à la personne. Et là, pour moi, faut pas se limiter. Oui. Moi, si j'ai juste un petit conseil à donner par rapport à ça, c'est quand on prend des décisions comme ça, Mhm. il faut toujours passer par ce qu'on appelle l'istikhara Ah oui, et bien sûr, l'istishara, demander autour de soi et clairement, bien demander à sûr. Dieu parce que c'est lui qui nous oriente vers Ouais. les meilleurs choix. C'est exactement ça. Et je pense que même, c'est pour ça quand je parlais là tout à l'heure de ce qui m'a ce qui m'a guidée aussi, c'est ces intuitions, ces choses qui te portent vers telle et telle chose. Ouais. Mais elles viennent de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la source même de cette guidance. Donc moi, Mm. c'était vraiment dans, ce, dans cette perspective-là, en fait, que je m'inscris tout le temps dans toutes mes étapes, dans tous les choix que je fais. Ouais. Là, c'est fondamental, en fait. Ouais. Ok. Kenza, on va essayer de clôturer. Juste avant ça, je voulais te poser une question par rapport à ton asso, parce qu'on n'a pas vraiment Ouais. parlé des actions que tu mènes Ouais. dans ton asso. Est-ce que tu pourrais partager un Mhm. peu les actions que vous menez et Voilà. l'impact que tu cherches à avoir, ou peut-être que tu as déjà commencé à avoir à travers cette association?
Alors, la Habiba Ahmed Foundation, bon, ça a été l'aboutissement de plusieurs années, évidemment, de près de presque 20 ans de réflexion. On va dire qu'elle a été officialisée l'année dernière. Et là c'est encore beaucoup. Bon, avec la pandémie, etc., on n'a pas pu évidemment faire les démarches administratives, etc., mais elle existe officiellement. Il y a eu donc l'annonce pour les 18 ans de commémoration. Et donc cette année, on a lancé le site internet et j'ai lancé un texte qui s'appelle L'appel devoir de mémoire contre le racisme. Donc l'idée, en général, vraiment pour résumer, c'est de se dire, bon, déjà la structure porte un travail de mémoire et c'est l'histoire de deux parents qui ont été assassinés par un raciste. Et c'est Habiba Ahmed, c'est des parents qui représentent toute une génération de parents et qu'il faut absolument euh, valoriser, honorer, parce que c'est ce qui nous a permis d'être ce qu'on nous sommes aujourd'hui, en fait. Les descendants ont pu aboutir à ce qu'ils sont devenus grâce à leur sacrifice, grâce à tout ce courage, en fait, qu'ils ont porté pour pouvoir donner toutes les chances, toutes ces opportunités à leurs enfants. Et c'est à nous aujourd'hui d'honorer ce qu'ils ont été pour nous. Et donc, c'est à travers ce travail de mémoire, voilà, c'est s'inscrire aussi dans une histoire collective, dans une mémoire collective, ici en l'occurrence belge, et qu'elle soit reconnue dans la société belge. Et l'association, enfin, la fondation, pardon, travaille sur 4 axes principaux. Donc, il y a la mémoire et l'espace public. Et ici, on a entamé une action qui est de renommer une partie de la rue où a eu lieu le drame en rue Habiba Ahmed. Alors ici, c'est aussi la volonté de la fondation, c'est on parle de mémoire, mais pour passer de la mémoire en tant que récit, etc., à une mémoire plus pragmatique dans l'espace public, c'est important de marquer en fait. Et concrètement, voilà, on porte cette action qu'on espère pouvoir réaliser. Donc c'est en négociation, c'est en discussion. Mhm. Alors il y a le deuxième axe, c'est la mémoire et l'histoire de l'immigration. Donc là, c'est valoriser des récits, valoriser des parcours à travers la génération actuelle qui va porter ces récits en fait. Donc c'est pousser à la jeune génération d'aller vers les parents, les grands-parents et de questionner, de comprendre ces réalités-là et de porter ces récits-là. Et puis de ne plus être des objets d'études, de statistiques, mais d'être vraiment sujet de ces récits-là et d'en être porteur à un moment ou à un autre. Et donc, évidemment, le troisième axe qui est surtout la mémoire et le racisme et les discriminations, la question des discriminations. Donc, évidemment, c'est toujours d'actualité, que ce soit au logement, l'accès au logement, l'accès à l'emploi. Enfin, les chiffres sont toujours aussi alarmants, donc c'est aussi tout un travail de sensibilisation à ce niveau-là. Et puis le dernier axe qui est la mémoire et le dialogue. Donc c'est vraiment s'inscrire dans une dynamique de dialogue avec les différentes composantes de la société et de continuer à être le lien sur ces questions-là et de créer des plateformes de discussion, d'échange à travers les différentes composantes de cette société. Et puis, il y a aussi l'idée de faire un travail plutôt scientifique au niveau des recherches académiques et donc de vraiment documenter un maximum, de pouvoir vraiment faire tout un travail de terrain aussi à travers différents outils, que ce soit du visuel, le théâtre, des travaux de recherche, et vraiment collaborer avec des structures associatives et institutionnelles au niveau des écoles, par exemple, de projets pédagogiques. Et donc, c'est tout un travail qui va vraiment être transformateur. Et on espère, Inch'Allah, pouvoir être voilà, ce vecteur de transmission, de dialogue et de paix Mhm. pour apaiser en fait les tensions qui existent et amener quelque chose de beaucoup plus concret euh, sur le terrain. Oui. Et donc, ce qu'on a appelé à faire, et vraiment c'est très très important et c'est très simple comme geste, c'est de signer l'appel pour rejoindre en fait
C'est vraiment, ce texte, c'est un texte fondateur, en fait, pour pouvoir lancer ces initiatives et donc pour pouvoir, fédérer, pouvoir, vraiment rassembler autour d'un même objectif. On appelle à donc sur le site internet, on peut retrouver l'appel. C'est d'aller sur le site et donc il y a un formulaire à remplir et Mhm. surtout n'hésitez pas, voilà, à nous écrire et s'il y a des questions en particulier. Ok. Mais donc il y a le texte qui figure, lisez-le attentivement et on appelle vraiment à signer parce que ça met aussi, en perspective, la commémoration de l'année prochaine qui va marquer Mhm. 20 ans. Donc c'est, 20 ans de commémoration, c'est énorme, mais en même temps, on a l'impression que c'est arrivé hier. Ça permettra de faire le bilan, ça permettra aussi de marquer, une nouvelle page de l'histoire et cette histoire, on peut la porter seulement si on la fait, si on l'écrit ensemble Oui. et donc là, j'invite vraiment, tout le monde à être attentif parce que beaucoup de choses se préparent pour cette année. Beaucoup d'initiatives, qui vont vraiment converger vers cette commémoration et elle ne peut pas se faire sans qu'on soit unis, sans qu'on soit solidaires et sans qu'on porte ce travail de mémoire ensemble. Et Mhm. vraiment, ici, il s'agit on commémore, Habiba et Ahmed, mais on commémore aussi toute une génération de parents qui ont tant donné, pour qu'on puisse avoir des conditions, idéales pour, étudier, pour, avoir un cadre professionnel, qui soit, meilleur que le leur, et ça a été ça, en fait, c'est ce sacrifice et ce courage qui nous a, qui nous a aidés à nous réaliser qu'il faut honorer. Et Oui. vraiment, c'est important de pouvoir, et alors je fais aussi un parallèle, et il faudra aussi être très, très vigilant. Les débats sont très, très difficiles, déjà maintenant, enfin, on essaye de pas trop, voilà, que ça nous atteigne pas, moralement, mais on peut pas passer à côté évidemment quand on voit les débats qui sont menés autour de la question des musulmans et de l'islam, de la représentation des musulmans et puis toute la diabolisation qui est faite. Il faudra rester très, très attentif parce qu'à l'époque, comme j'ai rappelé, les faits, se sont produits pendant les élections présidentielles en France et 20 ans plus Mhm. tard, on se retrouve dans le même contexte et on peut se retrouver avec le même scénario, en fait et Mhm. là, moi, j'invite vraiment, à ce que tout le monde puisse avoir cette conscience citoyenne, et qu'on puisse, voilà, s'unir et parce que ça va être très, très difficile. On va avoir, vraiment c'est déjà très compliqué, mais c'est important de s'unir, en fait, d'avoir cette solidarité et là, j'invite vraiment à ce qu'on puisse, se réunir autour de ce projet avec la Habiba Ahmed Foundation Mhm. et toutes les aides, toutes les, contributions sont les bienvenues et donc sur le site de la fondation, Je le mettrai en, heu en description, oui. voilà, on peut être contacté. Vous pouvez nous contacter et on se fera un plaisir de répondre à vos sollicitations. Ok, donc ha-foundation.com, je mettrai ça en description. Vous pourrez C'est ça, ouais, signer, rejoindre l'appel. Il y a un lien sur la page la première page. c'est Je ça. viens de le faire. Très bien. Et du coup, vous recrutez, vous cherchez des bénévoles, vous avez besoin de quoi dans l'association en ce moment, en priorité? Alors, c'est vrai que toutes les compétences sont les bienvenues, bien sûr, que ce soit au niveau, voilà, du site web, de la communication, voilà, en fait, vraiment, il y a des compétences qui peuvent entrer, des personnes nous, on est vraiment ouverts. Là, pour le moment, on est encore en train de structurer, donc on va certainement faire appel à des compétences particulières. Mais l'idée, comme c'est un projet qu'on veut porter ensemble et qu'on veut vraiment, arriver à toucher, et à responsabiliser surtout, ben, on est vraiment ouvert à des propositions et vraiment chacun est le bienvenu s'il y a des idées intéressantes ou des contributions particulières qu'on peut apporter. Évidemment, Mhm. on va devoir aussi lancer, un crowdfunding pour avoir la possibilité, les moyens de porter tout ce travail parce que on le sait tous, hein, le nerf de la guerre,
c'est évidemment les moyens financiers et Inch'Allah, j'espère vraiment qu'on pourra réunir assez de fonds pour pouvoir porter ces ambitions, Inch'Allah, et avec l'aide de Dieu et puis de toutes les personnes qui y sont sensibles, Inch'Allah. Inch'Allah, je vous le souhaite. Kenza, est-ce que tu as des recommandations de livres, de documentaires ou n'importe quelle référence à nos auditeurs? Moi, si je pouvais recommander un livre qui pour moi a été vraiment... il a été même adapté au cinéma et dans plein de... même en documentaire. C'est l'autobiographie de Malcolm X, Ouais. qui est pour moi vraiment... l'histoire de Malcolm X m'a beaucoup inspirée, son parcours, enfin toutes les différentes phases de son parcours ont été très, très inspirantes. Mhm. D'ailleurs, subhanallah, j'ai eu l'occasion de rencontrer sa fille et toutes des personnes qui étaient proches de lui aux États-Unis. Et c'est des personnes, enfin, quand on les rencontre, on voit tout le poids de l'engagement, toute l'accumulation comme ça. C'est des personnes qui, même juste par leur présence, elles rayonnent. Et elles sont tellement généreuses que voilà, moi j'ai eu, alhamdoulilah, l'occasion de passer du temps avec cette communauté-là et qui est, voilà, qui peut beaucoup résonner dans notre réalité, dans nos parcours, dans notre cheminement, entre autres. Mhm. Bon, c'est une référence, il y en a d'autres, hein, évidemment. Je peux citer aussi la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ça qui va, a c'est été bon. écrite par Martin Lings, qui est Ok. juste très très bien faite. C'est l'une des rares vraiment qui est fortement conseillée en fait. Elle est vraiment très très bien faite. Voilà. Martin Links. Ok, bah, je mettrai ça en description. Et dernière question, comment Oui. te suivre et te contacter? Donc, on a déjà le site internet. Alors Euh, il y a un groupe, il y a une page mhm, sur Facebook euh, donc en fait il y a un groupe et une page. Il y a la Habiba Ahmed Foundation, Devoir de mémoire contre le racisme. mhm. Et donc là, j'invite vraiment tout le monde à s'y inscrire et adhérer pour suivre vraiment toute la... Parce que cette année, ça va être vraiment, vraiment très, très important. Et il faut rester connecté et c'est la page principale qui va reprendre toutes les communications, toute l'évolution des différentes initiatives. Ok, Et il y a un compte Instagram, donc mon compte personnel, Kenza Isnasni, et Habiba Ahmed Foundation, qui est aussi rattachée à la fondation. ok. Bah, écoute, je mettrai tout ça en description de l'épisode. Je te remercie beaucoup pour ton temps, Kenza. On a dépassé le temps que je t'avais dit, je suis désolé. Euh, Non, c'est pas grave. Surtout pour ton montage. ça va, bien sûr, t'inquiète pas. Je te remercie en tout cas pour ton temps. Je te remercie pour ton partage, ton retour d'expérience. Hyper intéressant, c'est super important. Je te félicite pour le travail que tu fais, le travail de mémoire que tu fais, c'est hyper important Barakallahu fik. parce que ouais, les générations futures, c'est tout ce dont ils se souviendront, c'est le travail de mémoire qu'on fait maintenant. Et Exactement. c'est un travail vraiment qui est indispensable à faire. Qu'on doit tous faire, en fait, hein. Moi, je Mhm. l'encourage, hein, que tout le monde doit faire à son niveau. Mhm. C'est porter, en fait, nos histoires personnelles et valoriser, en fait, nos parents et nos grands-parents, nos ancêtres, Mhm. nos anciens, pour Mhm. pouvoir mieux appréhender le présent et le futur, Inch'Allah. Dans notre travail, en général, la plupart de l'impact, on le voit plutôt sur le long terme. Ce pas des choses C'est qu'on ça, voit exactement. forcément à court terme. Donc, ça demande Ouais. aussi beaucoup de résilience et de patience. Euh, Alhamdulillah, avec l'aide donc, de je Dieu, te c'est félicite. ce qui nous permet voilà, de tenir autant. Je te souhaite tout le courage pour la suite, Kenza, et je te dis à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik, salam alaikum. Salam alaikum. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.